Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans la continuation des événements. Nous avons eu récemment une vidéo, une interview faite par le site d'Olivier Berruguier, Les crises de Roland Dumas. Roland Dumas, qui était ministre des Affaires étrangères sous le gouvernement, je ne me souviens plus si c'était Chirac en 90, les élections en 88, donc non, ça devait être, je ne sais plus, qui était Premier ministre à l'époque. Bref, il a participé quand même aux discussions qui allaient amener finalement la chute de l'Union soviétique. Et il nous parle de cette fameuse légende. Une légende d'ailleurs que les Américains ne renient absolument pas. Mais, comme je l'avais déjà expliqué, officiellement, il n'y a jamais eu de traité, il n'y a jamais eu d'accord, il n'y a jamais eu de signature sur un document qui en établissait la véracité, qui en établissait les fondements, afin de, par la suite, les faire légitimer dans le temps et dans les actions. Je veux parler évidemment de cette information qui consistait à dire qu'il y avait eu une sorte de promesse que l'OTAN ne s'étendrait pas sur les pays anciennement satellites de l'Union soviétique. Eh bien, Roland Dumas nous confirme bien qu'en effet, ça a bien été suggéré, ça avait été proposé. Il dit même que les Russes avaient deux conditions. La première condition, c'était que tous les pays qui acquériraient leur indépendance, leur liberté, que soit assuré le maintien et l'entretien des monuments à la gloire de l'armée rouge, à la gloire de l'armée russe de la Seconde Guerre mondiale. Et la deuxième raison, c'était de faire en sorte de ne pas réarmer au nom soit de la Russie ou soit de l'OTAN ces pays. C'est-à-dire de laisser finalement ces pays acquérir leur indépendance, acquérir leur liberté toute fraîche et se construire d'elles-mêmes. Rien n'empêche d'aider ces pays par des coopérations, mais qu'en l'occurrence, il était bien exprimé que ni la Russie ni l'OTAN ne devaient s'ingérer dans les histoires ou dans les affaires de ces pays. C'est ce que le Roland Dumas donc nous rend compte. Eh bien, force est de constater que, évidemment, Roland Dumas d'ailleurs en fait parfaitement l'allusion, c'est qu'il y a eu beaucoup de précautions de faire en sorte que cette condition ne soit que finalement condition presque verbale, voire écrite sur une sorte de procès verbal, de réunion, mais un procès verbal ne fait pas foi de traité ou d'accord signé entre les parties. Et du coup, en effet, cette promesse, cette exigence n'a jamais fait partie, n'a jamais été intégrée à quelques accords que ce soit signés par l'un ou l'autre ou les deux parties en question. Force est de constater que de toute façon, même si ça avait été le cas, on sent bien que les Américains auraient tout fait pour que ce texte soit abrogé rapidement, de par son envie et sa satisfaction d'alimenter la peur de ces jeunes démocraties envers une nouvelle Russie. Même si pendant les années 90, l'instabilité de la Russie, sa ruine, sa déchéance, a servi aussi le propos de la peur. Rendez-vous compte, la Russie est en pleine déliquescence, est en pleine ruine. Rien ne nous empêche demain de penser qu'il puisse y avoir un coup d'État et que atterrisse au Kremlin un nouveau dictateur, un nouveau dirigeant qui pourrait éventuellement menacer ces jeunes démocraties. Donc, vous, jeunes démocraties, jeunes pays, ayant vécu la souffrance du joug soviétique, nous vous proposons d'intégrer notre organisation afin de vous protéger. Forcément, c'était très séduisant, et forcément, ça en est arrivé à un point où lorsque Poutine est arrivé au pouvoir, dès son accession au pouvoir, il avait fait référence à cette situation. Donc vous voyez ce qui est en train de se passer aujourd'hui, ou ce qui se passe depuis quelques années, depuis je dirais même dans les années 2010, lorsque la Russie a commencé
à rentrer dans les jeux diplomatiques, dans les jeux de géopolitique, avec les printemps arabes, avec la Syrie. Force est de constater que aujourd'hui, tous les émotionnels et tous ceux qui sont en train de se rendre compte de l'esprit vil de Poutine, ça date pas d'hier. Et je dirais même que, encore une fois de plus, en liaison avec ce que je vous avais expliqué dans ma précédente vidéo, c'est qu'on est encore confronté à ces fragiles duos. Ces mêmes fragiles duos d'ailleurs, dont certains se sentent l'âme guerrière pour aller s'inscrire comme volontaires et combattre auprès de leurs frères ukrainiens, de l'armée ukrainienne. Bon, on ne parlera pas des Azov, parce que vous avez entendu cette anecdote assez amusante, enfin amusante, dramatique. Circule actuellement une vidéo d'un... alors, encore une fois de plus, on va jouer dans de la sémantique, on appelle ça des mercenaires. Les mercenaires, ce sont logiquement des gens qui sont payés par des organismes pour aller faire des guerres ou pour jouer les petits soldats ou jouer les Rambo dans des opérations officielles comme officieuses. Bon, alors, le terme mercenaire peut-être n'est pas approprié, puisque là, on parle bien de volontaires. Ce sont bien des gens qui s'engagent auprès d'unités étrangères, intégrées à l'armée ukrainienne, pour défendre l'Ukraine contre l'invasion russe. Sauf que le problème, c'est qu'on a vu que s'engageait dans ces volontaires un peu tout et n'importe quoi. C'est-à-dire qu'on a même, par exemple, ce Français qui s'est montré sur son Instagram et sur Twitter, comme quoi, ça y est, il était content, il est arrivé en Ukraine, etc. Sauf que le mec, il n'a aucune formation militaire. C'est-à-dire que, ce qui est assez amusant, c'est qu'aujourd'hui, on voit des gens vouloir faire la guerre en Ukraine, partant de bons sentiments, qui sont en réalité les mêmes gens, qui ont la même mentalité que ceux qui ont toujours voulu tout faire pour ne pas faire leur service militaire. C'est formidable. C'est-à-dire qu'on a l'impression, ces gens-là, mais dans quel monde ils vivent? Et donc, cette vidéo de cet Américain, qui circule actuellement sur Telegram, il raconte, c'est un professionnel, c'est quelqu'un qui a fait une carrière militaire, qui a été militaire dans l'armée américaine, donc il a une expérience. Mais en fait, il disait, mais c'est le bordel, c'est n'importe quoi. C'est-à-dire qu'en fait, ces fameux volontaires, c'est de la com. Ce n'est que de la com, parce que, militairement parlant, c'est complètement désorganisé, c'est complètement le bordel, tellement le bordel que, à force de faire de la com, ils ont intentionnellement donné le lieu d'un camp d'entraînement pour les volontaires. Vous pensez bien que les Russes, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont canardé le camp, donc il y a eu 180 morts. Et aujourd'hui, cet Américain est en train de dire, et ils sont en train de les balader vers le front, puis après ils les font revenir, et puis ils les renvoient sur le front, mais complètement démunis. Ils leur ont fourni une arme avec 10 balles. C'est un grand n'importe quoi. Mais dans vos médias mainstream, et puis sur les réseaux sociaux, évidemment, c'est génial. On apporte notre soutien à l'armée ukrainienne, on envoie des volontaires, enfin on envoie. Sinon, il y a des volontaires qui décident d'aller faire jouer à la guerre. Jouer à la guerre. Je trouve que le terme est à mettre entre guillemets. Jouer à la guerre. Parce que c'est tout à fait ça. Donc, que ça s'accumule, des délires qui sont tout aussi dangereux que ce qui est en train de se passer dans les relations diplomatiques avec la Chine. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais Washington vient de menacer la Chine de sanctions si la Chine venait à aider la Russie. Et la Chine a répondu, si vous voulez jouer à ce petit jeu-là, alors on va jouer. Je ne sais pas si vous connaissez un film
qui est un film italien, qui est très très vieux, qui est très ancien. Et d'ailleurs, c'était le dernier film dans lequel a joué Michel Colucci, plus connu sous le nom de Coluche, qui s'appelle Le Fou de guerre. Eh bien, force est de constater que ce film, alors qui se situait au sein d'une unité italienne, je crois que c'était une unité médicale italienne pendant la Seconde Guerre mondiale en Afrique. Et pourquoi ça me fait penser à ce film-là? Parce que ça me fait penser à ces gens qui ont finalement un des phénomènes qui nous a peut-être amené justement à cette situation, en tout et pour tout sur le plan politique et social. C'est la frustration, c'est la névrose. Cette névrose et cette frustration qu'ont certains à ne pas réussir ou ne pas avoir réussi, se croyant avoir le talent d'eux, mais ne l'ayant jamais eu. Mais, jouant d'apparence, jouant de dissuasion, jouant de quelques malversations, jouant de quelques subterfuges, pour se donner l'image d'eux, pour se donner le droit d'eux, pour acquérir le pouvoir d'eux. Eh bien, force est de constater qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'on en a de plus en plus. Pour preuve, je vous ai parlé dans ma précédente vidéo de cette fameuse réunion de l'Union européenne à Versailles. Pour au final, pas grand-chose, si ce n'est débloquer des milliards d'euros en armement pour aider l'Ukraine, dont d'ailleurs on ne parlera pas de la logistique et de l'organisation, parce que force est de constater que là-dessus aussi il y aurait beaucoup à dire, parce qu'il y a de fortes chances qu'il y a un certain nombre d'équipements qui seront envoyés à Kiev, qu'on va certainement retrouver dans des réseaux criminels, mafieux européens, parce que là aussi la corruption, parce que là aussi l'extorsion, ça va jouer bon train. Eh bien, ces milliards d'euros que nous allons filer à l'Ukraine, c'est votre argent. C'est-à-dire que sur les 160 millions ou 180 millions d'euros que nous donnons à l'Union européenne, puisque je rappelle que nous donnons un peu plus maintenant à l'Union européenne, puisque nous sommes obligés de compenser l'absence ou le départ de la Grande-Bretagne, eh bien, cet argent, c'est le vôtre. C'est l'argent des Français. Alors attention, c'est pas directement, c'est indirectement. C'est par des jeux comptables, de prêts, d'emprunts, de crédits, avec des taux, et finalement, tout c'est de la dette, finalement. Est-ce que vous vous rendez compte que la Commission européenne, puisque Van der Leyen était présente, que le Parlement européen, puisque Louis Michel était là aussi, que le Conseil de l'Europe, la raison pour laquelle Macron en a profité pour faire venir tout ce petit monde à Versailles, ont décidé, au nom de 27 peuples, de filer des armes à l'Ukraine. Alors évidemment, ils ont quand même conclu que l'Ukraine ne rentrera certainement pas dans l'Union européenne, ou tout le moins pas tout de suite. Mais est-ce qu'on vous a demandé votre avis? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a eu consultation du peuple souverain pour savoir si le peuple était d'accord pour ce qu'on finance au nom de l'Union européenne, et donc au nom des 27 pays membres, en armement, un pays en guerre? Non. On n'a pas fait de référendum, le Parlement n'a pas été consulté. C'est-à-dire que des gens, certes par l'intermédiaire des dirigeants des pays de l'Union européenne démocratiquement élus, vous avez quand même des gens qui, eux, ne sont pas élus, si ce n'est indirectement par le Parlement européen, mais pareil, c'est encore le principe du problème de la représentation, si vous voulez. La représentation, on peut la manipuler, on peut faire en sorte de placer les pions ou les gens qu'on veut pour réussir à obtenir un résultat. Et cela en se torchant le cul de l'opinion ou même du processus démocratique du peuple. Eh bien, on décidait tout simplement de
d'impliquer l'Union européenne dans un conflit qui dépasse, je dirais, le simple fait de vouloir contrer la Russie dans son attaque de l'Ukraine. La réponse de la Russie, je rappelle, la Russie est membre du Conseil de l'Europe. Je crois que c'est le Conseil de l'Europe. Enfin, la Russie, étant donné que la Russie occidentale fait partie géographiquement de l'Europe, elle avait été intégrée dans un Conseil de l'Europe. A décidé tout simplement de partir du Conseil de l'Europe. Encore une fois, on se pose la question, est-ce qu'on est encore véritablement dans des démocraties? Parce que finalement, force est de constater que l'Union européenne, depuis quelques années, prend de plus en plus d'ascendant sur vos souverainetés, sur vos libertés, sur vos droits fondamentaux, sur même notre propre Constitution. Et attendez, c'est pas terminé. Puisque l'Union européenne, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, est en train de vous préparer le pass écologique. Attention, le pass vaccinal est suspendu, je crois, depuis 2-3 jours. On a même Véran qui s'est confondu de nous dire, vous voyez, la France, finalement, est beaucoup plus relâche que l'Allemagne ou même les Belges, etc., qui, eux, ont gardé encore le masque, etc., alors que quasiment tout le monde voit une petite reprise des contaminations. Quand vous écoutez ça, vous dites, mais ce mec est formidable. Parce que même s'il avait dit le contraire, ça marchait aussi. Enfin bref. Tout ça pour vous dire que si vous êtes conscient que lorsque je vous dis que la République est morte, quand vous êtes conscient que ce que les complotistes, ceux qu'on considérait comme étant des affabulateurs, des fous, il y a 10 ou 20 ans, force est de constater que si on reprend leur discours, si on reprend leurs affirmations, eh bien on commence à voir certaines similarités avec des faits, avec du factuel. Donc, force est de constater que vous êtes en train d'assister à un processus qui, peut-être dans 20 ou 30 ans, deviendra historique. Advienne que pourra. Et pour ce qui concerne l'Ukraine, comme je vous l'ai dit, la seule façon de sortir de la situation, c'est tout simplement de pacifier le pays en créant une fédération. Mais ça, pareil. Washington ne veut pas en entendre parler, et Poutine pourrait éventuellement être pour une solution, mais sachant que Washington est contre, on est dans un statu quo. Et force est de constater que notre cher Macron et notre chère Union européenne aujourd'hui est en train de se faire planter au poteau par Israël, puisque Israël est rentré dans le jeu diplomatique pour essayer de trouver une solution. Et que Zelensky en soit amené à annoncer officiellement que finalement le projet d'entrée de l'Ukraine dans l'OTAN n'est plus à considérer, c'est que peut-être Zelensky est en train de faire la même chose qu'a fait le président géorgien, c'est de se dire que finalement, eh bien, c'est un coup dans l'eau. Maintenant, je vais vous parler de l'OMS. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Il y a plusieurs vidéos de cela, je vous avais parlé de ce projet, de ce plan qui était en train de se construire et de se signer dans votre dos. Eh bien, il faut savoir que ce plan programmait un certain nombre de textes, un certain nombre de principes qui permettraient de supplanter les souverainetés des services de santé nationaux au profit d'une règle, au profit d'un principe mondial pour réussir à mettre en place ou permettre à des gouvernements de mettre en place des infrastructures, des outils, des règles, sans être obligés de passer, sans être obligés de se soumettre à des processus démocratiques. Et il faut savoir que l'OMS, au mois de décembre, a réussi à faire signer 192 pays sur ce principe. Reste maintenant
à en définir les contours. Et force est de constater que pour définir les contours, eh bien, le principe, et encore une fois de plus, ce ne sont pas des informations que vous voyez sur BFM, ni TF1, ni LCI, ni France Info, qui que ce soit. La première réunion de l'organe en question a eu lieu le 1er mars dernier. C'est une seconde réunion. Une seconde réunion aura lieu en août, devra avoir montré des progrès courant 2023 lors de la 76e Assemblée mondiale de la santé et devra avoir bouclé ses petits papiers pour 2024, année à laquelle tout ceci devra être en place définitivement. Rien que sur la forme et sur l'indifférence absolue de la presse en la matière qui n'en parle quasiment nulle part, on sent que tous les ingrédients sont réunis pour la création d'une nouvelle entité supra-étatique qui viendra décider, une fois les traités signés, de ce que les gouvernements doivent faire de façon parfaitement unilatérale. Au niveau mondial, la gestion de la pandémie de coronavirus a déjà amplement démontré l'envie difficilement réprimée d'imposer à tous le même traitement, les mêmes options, les mêmes mesures, les résultats obtenus parfaitement dévastateurs pour la politique publique, loin d'inciter à la prudence, semblent avoir donné une vigueur bravache aux centralisateurs étatistes forcenés. On ne sera donc pas surpris de retrouver aux premières loges tous les hystériques de l'Union européenne, le stylo déjà décapuchonné, prêt à signer absolument tout et n'importe quoi pour garantir que tout le monde marchera d'un même pas cadencé. En somme, quoi qu'il ressorte du fond, de la forme permet déjà d'envisager le pire, centralisation, bureaucratisation et décision arbitraire sur le mode taille unique, tout le monde dans le même panier. Voilà ce qui est extrêmement rassurant. Si le fond était au moins rempli de bon sens et de précautions indispensables, cela aiderait peut-être la pénible forme de cette initiative. Malheureusement, il n'en est rien. Le contenu proposé laisse déjà entrevoir tous les prémices d'une nouvelle bordée d'idées folles dont l'aboutissement logique n'est rien d'autre qu'une nouvelle mouture de dictature techno-sanitaire. Ici, on pourrait croire à de l'exagération. Ce n'est pourtant pas le genre de la maison, mais la lecture attentive du document de travail actuel donne déjà des éléments de sérieuse inquiétude. Je vous mettrai le lien de ce document pour que vous puissiez juger par vous-même des tenants et des aboutissants, mais comme vous pouvez le constater, la guerre en Ukraine, elle a cet intérêt de focaliser l'actualité, de focaliser les attentions, et pendant ce temps-là, eh bien, continue d'évoluer la mondialisation, la globalisation, la destruction par petits bouts des suprématies, des souverainetés, des États-nations. Et force est de constater qu'en effet, la pandémie a été gérée de façon chaotique à l'échelle internationale. Chaotique dans le sens où chaque pays gardait quand même son autonomie. Même si certains ont été très gentils, ont été des très gentils moutons, ont été très conciliants avec la volonté ou les décisions. Parfois même, on se posait la question si c'était le CDC américain ou l'OMS qui donnait ces ordres. Comme d'autres pays, eh bien, souvent d'ailleurs des pays en voie de développement, des pays du tiers-monde, du quart-monde, etc., qui eux, par contre, ont été un petit peu obligés de jouer un peu solo, parce que déjà, économiquement, ils n'avaient pas forcément les moyens de suivre la frénésie vaccinale qu'on a pu connaître dans les pays occidentaux. Donc voilà, et l'OMS, évidemment, se sert de ça. Vous voyez, on aurait pu peut-être éviter des tas de morts, on aurait pu éviter des millions de morts, si nous avions la possibilité de voir recours à des outils de globalisation et d'imposer des normes, des principes, des règles à tout le monde, sans que quiconque, aucun État, aucun Parlement, aucun peuple souverain ne puisse s'y opposer. Comme je vous l'ai dit, les choses s'accélèrent. Et elles s'accélèrent à un tel point que, si vous grattez un petit peu, vous vous rendez compte que on est mal barré.
Pour continuer, vous avez pu voir, je vous avais mis une vidéo sur Virtual Devil, ce youtubeur qui fait des vidéos sur ce qu'on appelle du unboxing, c'est-à-dire évidemment c'est un fan de cinéma, de manga, de bande dessinée, qui collectionne les figurines, enfin tout ce qui est lié finalement au merchandising dérivé du cinéma, de la bande dessinée, du dessin animé, etc., de télévision, et qui s'est fait bannir sa chaîne. Il s'est fait bannir sa chaîne, alors si vous avez vu la vidéo, je ne vais pas vous refaire l'historique, etc., mais le problème c'est que ce phénomène existe depuis maintenant quelques temps. C'est-à-dire que des petits malins ont décidé de se divertir en emmerdant les autres. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle des trolls, tout simplement. Ces mêmes trolls qu'on voit sur Twitter, sur YouTube, sur Facebook, qui viennent laisser des commentaires pour attiser les haines, pour attiser les colères, pour attiser même parfois faire de la contradiction, mais la contradiction sans fondement, sans organisation, sans argument, sans preuve, etc. Bref, ce qu'on appellerait plus vulgairement des fous de merde. Et des fouilles-merdes, ils ont trouvé une nouvelle activité. C'est-à-dire que maintenant, aujourd'hui, depuis quelques années, que ce soit sur Twitch, que ce soit sur Facebook, vous avez la possibilité de faire des lives, c'est-à-dire de vous mettre en direct, par caméra interposée, et de pouvoir discuter avec des gens. Quand vous êtes le lanceur de ce qu'on appelle le salon, vous avez la possibilité d'autoriser ou de ne pas autoriser des personnes qui sont sur un chat, de pouvoir rentrer dans la conversation, de rentrer dans le débat. Il se trouve que YouTube, face à l'émergence et à la concurrence d'un des sites qui a été plus ou moins aujourd'hui le plus grand site spécialiste de ce genre de procédé qui est Twitch, s'est décidé lui aussi à faire, de donner la possibilité à certains youtubeurs, tout au moins à YouTube. Moi je pense que je n'ai pas, comme je ne suis pas monétisé, que je n'ai pas suffisamment de visibilité, etc., je crois que je n'ai pas accès à cette option, ceci dire, je n'ai pas vérifié, a décidé tout simplement de faire du live, de donner cette option. Sauf que le problème, c'est que un site comme YouTube, qui est le site peut-être de vidéos qui a les bots, avec des algorithmes pour surveiller les contenus les plus performants, entre guillemets, ils sont tellement performants qu'ils ne savent pas faire la différence entre des trolls et des contenus illicites. Et donc vous avez ces trolls qui, pour emmerder le monde finalement, eh bien s'amusent tout simplement à mettre des images illicites. Et comme je vous l'ai expliqué, YouTube étant un de ces outils qui a la performance de pouvoir vérifier, contrôler, scruter les vidéos ou même ce que vous faites en live, eh bien il suffit qu'il y ait des personnes qui mettent ou projettent ou affichent des contenus interdits et boum, la sanction, elle tombe. C'est-à-dire que finalement, vous perdez tout. Alors évidemment, c'est injuste parce que ce n'est pas de votre chef, ce n'est pas de votre responsabilité directe, si ce n'est la responsabilité de ce que vous diffusez. Et c'est là-dessus que YouTube joue énormément. Et sauf que le problème, c'est que comme ce ne sont pas des êtres humains qui contrôlent, ce sont des algorithmes, ce sont en effet des programmes, ce sont des bots, comme on les dit, comme on les appelle, et bien malheureusement les bots ne savent pas faire la différence entre un contenu volontairement affiché et un contenu involontairement ou intentionnellement affiché au détriment de sa propre intégrité à respecter les règles, les principes de YouTube. Sauf que ce problème, eh bien, c'est un peu ce qui se passe actuellement dans une guerre fratricide entre un certain nombre de gens qui font leur business, vivent parfois même de ces fameux réseaux sociaux. Alors il y a ce cas en effet de Virtual Devil. Heureusement, grâce à des gens comme moi ou d'autres qui ont relayé sa vidéo pour expliquer le problème, YouTube s'est quand même dit oula, ça commence à monter un petit peu, donc il va retrouver l'intégralité de sa chaîne dans un processus qui va se dérouler dans les prochains jours. Mais ça rejoint encore ce problème, en effet, de cette dépendance qu'ont parfois certaines personnes vis-à-vis des outils numériques, vis-à-vis de tout ce qui est évidemment influenceur, youtubeur, instagrammeur. C'est pour cette raison que votre serviteur ne vit pas de ces vidéos, ne vit pas de cette chaîne. Cette chaîne est complètement gratuite. Les vidéos, je les publie et après
elles font leur vie, mais je n'en tire absolument aucun profit. Ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de gens, puisque c'est un commerce, c'est une activité, c'est un business qui s'est construit autour. Et force est de constater, on en revient à ce problème aujourd'hui avec la guerre en Ukraine, c'est que vous avez énormément d'influenceurs russes qui ont eu peut-être la malencontreuse idée de faire leur business sur ces outils, disons-le carrément, américains. Et du coup, le fait que Facebook, Twitter, Instagram ont décidé de couper la ligne, eh bien vous avez actuellement beaucoup d'influenceurs russes qui avaient réussi à toucher, pas seulement en Russie, mais aussi à l'échelle internationale, eh bien qui sont en train de tout perdre. C'est-à-dire qu'ils ont perdu leur fonds de commerce. Comme quoi, vous voyez, l'argent facile, c'est tout le problème. En effet, il fut un temps où il y a eu un boom sur YouTube, un boom sur Facebook, un boom sur Twitter, de faire du business facile, avec beaucoup d'argent, sauf que ça attire les convoitises. Et il y a de plus en plus de concurrence. Et cette concurrence, parfois, réussit à supplanter, à surpasser ceux qui sont déjà en place depuis maintenant de nombreuses années, voire depuis 10 ans. Et force est de constater qu'un certain nombre d'entre eux, s'ils arrivent à être constants, s'ils arrivent parfois même à faire évoluer leur concept, il y en a d'autres qui commencent un petit peu à s'essouffler. Alors, en effet, pour Virtual David, il a un concept qui est inépuisable, puisque sa thématique, c'est uniquement que les objets collector, les objets dérivés des films, plus particulièrement les figurines. Pas de polémique, pas de politique, donc à la limite, sa chaîne, tant qu'il réussit à avoir de façon constante une bonne fréquentation, il peut réussir à en vivre modestement, mais en vivre beaucoup, en vivre quand même. Ce qui n'est pas le cas d'autres. Je vais prendre l'exemple de ces youtubeurs français que sont Squeezie, que sont McFly et Carlito, que sont d'autres. Force est de constater que ce sont des gens qui réussissent à attirer évidemment une certaine jeunesse. Mais ça fait quand même 10 ans qu'ils sont là. Et vous savez que les tendances vont très très vite. C'est-à-dire que le public que vous avez réussi à toucher il y a 10 ans, lui, il a grandi. Il a grandi, il est peut-être passé à autre chose. Donc, les mentalités, les mœurs évoluent. Si vous arrivez à toucher une ou deux générations, soit. Mais après, ça va commencer à poser problème. Regardez Facebook. Aujourd'hui, Facebook est en crise. Pourquoi ? Parce que Facebook, finalement, n'a réussi qu'à conserver que une ou deux générations, c'est-à-dire des gens qui étaient des adolescents ou qui avaient la vingtaine quand Facebook est né, et qui aujourd'hui ont la trentaine ou la quarantaine. Ils sont passés à autre chose, même s'ils sont toujours sur Facebook, ils fréquentent moins, ils sont moins dépendants, parce qu'ils ont d'autres activités. Et Facebook, le problème, c'est que les générations qui viennent, elles sont beaucoup plus enclins, beaucoup plus en introspection dans l'univers virtuel. D'où la raison pour laquelle Facebook veut monter le méta, qui est plutôt mal barré pour l'instant. Le problème, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur ces volontaires qui vont en Ukraine, c'est que ça construit aussi des individus qui vivent dans une autre réalité, mais pas dans la vraie vie. Et du fait que suite à des événements, on se souvient récemment du plantage de Facebook. Combien de gens tout d'un coup ont perdu de l'argent ? Pourquoi ? Parce qu'ils étaient tellement dépendants, ou en partie, des activités sur le web. C'est-à-dire que, imaginez demain, vous coupez Internet, mais vous avez une révolution mondiale. Donc finalement, c'est là que ça permet de rendre compte la fragilité dans laquelle nous sommes tombés. Et que finalement, si on peut se foutre de la gueule des survivalistes, ben peut-être que eux sont peut-être les mieux armés aujourd'hui. Donc, les outils numériques, c'est très bien. YouTube, c'est génial.
Instagram, Twitter, Facebook, ça permet d'échanger, ça permet de communiquer. Mais il y a à un moment donné une limite à ne pas dépasser, c'est-à-dire la limite de la dépendance. Moi, je vous avouerai très franchement, quand je vais à l'extérieur, il est extrêmement rare que j'ouvre mon portable pour regarder si j'ai eu des notifications ou des trucs comme ça. Pourquoi ? Parce que je suis dans d'autres activités. Je vis dans le réel. Ce qui n'est pas le cas d'un certain nombre de gens dans mon entourage, qui eux ne peuvent pas passer 5 minutes sans être obligés de consulter leur écran, leur Facebook, leur Twitter, leur Instagram. Pour vous-même vous donner à tel point jusqu'où ça va. J'ai même des cuistots qui, lorsqu'ils sont en plein boom, ne peuvent pas s'empêcher de mettre la main dans la poche, de prendre le portable et de scroller. Et une fois qu'ils ont fait leur petite affaire, hop, ils remettent dans la poche. Et dans la seconde qui suit, je vous le donne en mille. Préparez une salade, une pizza, en ayant omis complètement de se laver les mains. Voilà la génération, ou tout du moins une partie de la génération qui vient. C'est dramatique. Alors, l'exemple de Virtual Devil est un exemple parmi tant d'autres de ces phénomènes où malheureusement les gens qui dépendent de trop justement de ces outils. Moi par exemple, je peux très bien demain me faire striker, ça ne va pas m'empêcher de vivre. En revanche, pour vous, vous aurez la disparition d'un point de vue, la disparition de quelqu'un qui vous donne ses points de vue, ses analyses sur l'actualité. Mais ça ne va pas vous empêcher de continuer à vivre. Alors que vous avez des gens, malheureusement, qui sont devenus drogués, dépendants, parce qu'on a réussi à construire une économie autour de ça. Et ça, c'est dangereux. Très rapidement, d'autres informations qui sont intéressantes à savoir. La RATP contacte des chauffeurs de bus retraités. Ils ne trouvent pas de personnel. Amazon déménage. Un des sièges d'Amazon qui se trouve dans le centre-ville, ou tout le moins dans le centre-ville de Seattle. Alors ils ne déménagent pas, ils n'utilisent pas le terme de déménager. Ils disent qu'ils vont relocaliser les employés de façon temporaire. Pourquoi ? Tout simplement parce que Seattle, souvenez-vous, c'est une de ces villes de la côte ouest américaine, au nord, c'est dans l'État de Washington, qui a été une des villes les plus engagées dans le mouvement BLM. Sauf que le problème, c'est qu'à force de vouloir défoncer la police, de réduire les budgets de la police, sous prétexte que la police est violente et raciste, eh bien malheureusement le taux de criminalité a augmenté. Et il se trouve qu'Amazon en a marre de voir des employés se faire agresser. Et donc ils ont décidé de délocaliser, alors ils disent bien temporairement, mais ça risque d'être un temporaire qui dure. Donc vous voyez, comme quoi. Autre information, et là on revient en Ukraine, vous avez sans doute entendu parler de cet embroglio concernant des laboratoires de recherche en Ukraine. On le sait, et d'ailleurs la Covid avec le docteur Fauci et ses fameux mails ont révélé qu'il y avait bien eu des intentions d'observer et d'investir pour, le cas échéant, y trouver des gains de fonction sur le laboratoire de Wuhan. Les Américains ont toujours gardé un œil sur des lieux de recherche pour justement, à un moment donné, peut-être être intéressés par du gain de fonction. Et l'Ukraine ne fait pas exception. Plusieurs laboratoires ont en effet été pointés du doigt comme étant des laboratoires de recherche. Alors, certains ont été identifiés comme étant des laboratoires de recherche sur des virus bénins, mais certains d'entre eux avaient quand même été assimilés et affiliés à des recherches sur du SRAS. Et d'ailleurs, quand on a commencé à parler de ça, que les Américains avaient des intérêts, alors ce ne sont pas des laboratoires
américain, mais il y a des relations et des liens américains avec ces laboratoires, tout de suite certains ont dit non, c'est de la fake news. Le seul problème, c'est que Victoria Nuland, c'est cette américaine qui a eu plusieurs positions et qui était d'ailleurs présente lors des événements Maïdan en 2014. On se souvient qu'elle s'était baladée auprès des manifestants en train de leur proposer des vivres dans un sac. Il faut savoir que cette personne, elle est une actrice essentielle et non négligeable dans les schémas géopolitiques, tout simplement parce qu'elle a été aux affaires extérieures des intérêts des administrations américaines, plus particulièrement Obama. Et cette même Victoria Nuland a bien déclaré devant une commission parlementaire. Ukraine has biological research facilities, which, in fact, we are now quite concerned Russian forces may be seeking to gain control of. So we are working with the Ukrainians on how they can prevent any of those research materials from falling into the hands of Russian forces should they approve. Qu'elle était inquiète sur le sort réservé aux laboratoires. Donc ça veut dire qu'ils existent bien. Et que si une personnalité aussi importante que Victoria Nuland en parle, c'est peut-être il y a en effet bien des intérêts américains derrière. Alors évidemment, les administrations américaines tout de suite ont essayé de dire oui mais non, enfin bon, ils ne nient pas, mais on minimise. En revanche, certains documents officiels démontrent bien qu'il y a des inquiétudes sur le devenir. Tellement inquiets que un certain nombre de documents sont tombés entre les mains des Russes. Et les Russes s'en sont servis contre les Américains, par l'intermédiaire de l'un de leurs représentants, et qui d'ailleurs ne s'est pas gêné de s'en servir lors d'une session parlementaire de l'Organisation des Nations Unies. Mais évidemment, beaucoup de médias vont vous dire là c'est de la propagande, c'est du mensonge, c'est des Russes. Mais tout d'un coup, ceux qui ont un peu d'intelligence et de souvenir, on rappellera qu'un certain général Powell, en 2003, avait présenté des petites fioles au Conseil de sécurité de l'ONU pour justifier la guerre, parce que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive. En voici la preuve. Sauf que plus de 10 ans après, les armes de destruction massive, on ne les a jamais trouvées. Alors qu'est-ce que c'est d'autre qu'un mensonge? Vous voyez, encore une fois, on revient toujours au même problème. C'est que finalement, ce que disent les uns ne valent pas mieux que ce que disent les autres. On le prend, mais on le garde sous le coude et on regarde. On analyse, on recherche, on compare. Sauf que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui prennent ça comme argent comptant. Et comme le discours officiel, c'est que tout ce qui est russe est forcément mensonge, est forcément fake news, est forcément désinformation, eh bien, nous sommes les derniers résistants finalement qui considèrent que on peut toujours regarder, on peut toujours lire, on peut toujours prendre en considération ce qu'ont à dire les Russes. Et on compare, et on observe. Sauf qu'évidemment, quand ça commence à déranger, ça se voit. Et quand ça se voit, forcément, ça attire des curiosités. Donc les laboratoires en Ukraine, qu'il y en ait certains qui n'ont pas une importance capitale, certes, mais il y en a d'autres, il y a de fortes chances que Washington soit très inquiet que ces labos tombent entre les mains des Russes. Parce que ça pourrait donner du fil à retordre à l'image de bien-pensance et d'immaculée vérité de ce que l'Occident tente de dissuader, de convaincre l'opinion d'être les gentils.
Et enfin, je vais terminer avec, vous vous souvenez, dans une de mes vidéos, je vous avais parlé de cette fameuse décision de justice contre la FDA américaine, la Food Drug and Drug Administration, sur le fait qu'elle était condamnée à divulguer, à publier plus de 50 000 documents par mois jusqu'à la fin de l'année sur les produits Pfizer, les fameux vaccins Covid-19. Je rappelle, la FDA a octroyé à Pfizer une homologation, alors temporaire, mais une homologation quand même. Grâce à cette homologation, l'administration américaine pouvait engager un processus législatif, pouvait légiférer sur une obligation vaccinale. L'obligation vaccinale ne peut être légiférée que s'il y a un produit qui est homologué. Cette homologation, elle est prématurée parce que les tests complets du vaccin Pfizer ne se terminent qu'en 2023. En revanche, Moderna, c'est cette année, je crois que c'est le mois de septembre ou décembre, que Moderna doit fournir la finalité de ces tests pour une homologation. Or, Pfizer ne veut pas se faire planter au poteau par Moderna et a donc fait des pieds et des mains et certainement beaucoup de lobbying pour réussir à convaincre la FDA de lui octroyer une homologation exceptionnelle, temporaire parce que si jamais les tests révèlent des détails ou des éléments l'année prochaine qui suscitent plus d'analyse, l'homologation leur sera retirée. Mais grâce à cette homologation, eh bien, je dirais dans la course au vaccin, c'est aujourd'hui Pfizer qui est en tête. Sauf que, un certain nombre d'organismes se sont dit comment est-ce que la FDA, et sur quelle décision, sur quelle analyse, sur quel document, la FDA peut-elle juger de donner une homologation à un produit dont les tests ne sont pas terminés. Et ça a suscité une procédure judiciaire. Et cette procédure judiciaire, eh bien, à l'étonnement de tout le monde, a décidé de condamner la FDA à fournir des documents classifiés jusqu'en 2076. 2075. Évidemment, la FDA fait appel. Comme par hasard, des avocats payés par Pfizer sont venus soutenir et aider ceux de la FDA pour essayer de faire casser le jugement. Sauf que le problème, c'est que la juridiction américaine a décidé non seulement de valider la décision originale, mais d'augmenter le nombre de documents à fournir tous les mois. Et donc, au mois de février, les premiers documents sont tombés. Et dans ces premiers documents, eh bien, on voit que Pfizer a listé un grand nombre d'effets secondaires, ce qui veut dire qu'ils étaient parfaitement au courant de ce que leur vaccin allait avoir comme conséquence sur un certain nombre de pathologies. Eh bien, je vous le donne en mille. Vous avez Libération qui a débunké. Alors, une information évidemment dont très peu de gens sont au courant. Et la façon dont ils ont débunké ça est formidable. C'est-à-dire qu'en fait, ils jouent sur de la sémantique. C'est-à-dire qu'en réalité, Libération a fait en sorte de débunker cette information pour dire non, Pfizer n'était pas au courant. En revanche, Pfizer a pu établir la possibilité qu'il y ait en effet un échantillon, un éventail d'effets secondaires, mais qui ne sont pas totalement probants tant que les tests, tant que la phase d'expérimentation n'est pas terminée. C'est-à-dire que Libération vous dit textuellement qu'au lieu de vous dire « je vous ai filé une gifle sur la joue gauche », déforme en disant « j'ai pu éventuellement utiliser la paume de ma main pour aller en contact avec votre joue gauche, mais sans véritablement prouver si mon intention était de vous donner une gifle ou non. »
Alors je rappelle, Libération, c'est Xavier Niel, hein, comme ça au hasard. Ça peut toujours être intéressant. Xavier Niel, c'est BFM, c'est l'Express. Donc, on comprend tout de suite qu'il y a des intérêts à défendre. Et donc, ces documents, en effet, eh bien, il y a encore toute une série de documents qui doivent, jusqu'à la fin de l'année, tomber. Sauf qu'évidemment, si, en effet, ces documents peuvent avoir un impact aujourd'hui sur la politique sanitaire américaine, qui est aujourd'hui complètement à plat, c'est-à-dire qu'il y a un relâchement, en effet, aux États-Unis. Et si en Europe, on fait encore l'argument de dire attention, il y a une petite reprise du fameux Deltacron, qui est, je ne sais plus comment il l'appelait, le B2, je crois. Aux États-Unis, je peux vous dire que là, aujourd'hui, tout le monde s'en fout. Alors, ceux qui sont responsables, ceux qui sont intelligents, qui savent qu'ils font partie de la catégorie des gens fragiles, ces gens-là continuent à porter le masque en intérieur. Et d'ailleurs, ils ont raison de le faire. Ça les protège. Mais d'une manière générale, là, toutes les mesures sanitaires sont en train de tomber les unes après les autres. Il reste encore des grandes agglomérations, des grandes villes comme New York, Los Angeles, Washington, où certaines mesures sont toujours en application. Mais aujourd'hui, on a repris quasiment une vie normale. Quand je dis vie normale, c'est un peu un pléonasme, parce que le nouveau virus qui nous atteint aujourd'hui, c'est l'inflation. Et je peux vous dire que ça commence à faire mal. Je vous avais parlé du prix du gallon. Souvenez-vous, il y a quelques semaines, qu'on avait dépassé les 3 $. Eh bien là, on vient de dépasser les 4 $, le gallon. Bon, évidemment, ça reste toujours encore un peu moins cher que ce que vous connaissez en France, puisqu'en France, vous avez déjà dépassé maintenant les 2 €. Sauf que le problème, c'est qu'évidemment, tout ça, ça va avoir des conséquences économiques, des conséquences sociales. Mais je pense qu'on va y revenir. On y reviendra dans une prochaine vidéo, parce que là, pour l'instant, on fait des estimations, même si on commence déjà à voir des conséquences. Et pour ce qui concerne la FDA, eh bien, ne vous inquiétez pas, je suis un petit peu l'aventure, et s'il y a encore de nouvelles révélations intéressantes à savoir, pour démontrer que finalement, les laboratoires se sont bien foutus plein les poches avec un produit. Alors je rappelle, les vaccins peuvent être efficaces sur un certain nombre de gens, ont au moins la garantie d'assurer une protection pour les personnes les plus faibles, mais pas toutes. Il y a des personnes sur qui ça va peut-être pas fonctionner, mais qu'en réalité, tout ce qu'on nous a chanté en 2020 sur l'efficacité des vaccins, eh bien aujourd'hui est à foutre à la poubelle. Parce que ces produits, en effet, peuvent protéger certains, mais pas tout le monde. Et donc finalement, on en revient au même problème que ce qui fait peut-être la plus grande efficacité contre le Covid, c'est l'immunité de chacun. Immunité spécifique que nous développons soit en ayant chopé le Covid, soit en effet par l'apport du vaccin, ou soit est tombé malade à cause du vaccin, mais qui par la suite va nous permettre de mieux renforcer nos défenses immunitaires pour soit les anciennes versions ou les prochains variants. Donc vous voyez, quand je vous ai dit dans une vidéo que le Covid, il va falloir apprendre à vivre avec, eh bien c'est pas faux. Il va falloir apprendre à vivre avec, tout comme nous apprenons à vivre avec la grippe, cette fameuse grippe saisonnière, où des gens comme moi, nous passons tous les ans au travers, parce que il semblerait que nous ayons une certaine hygiène de vie qui nous permet d'avoir des défenses immunitaires plutôt intéressantes et plutôt efficaces. Mais nous sommes tous des exemplaires uniques. Ce n'est pas parce que vous passez au travers des gouttes qu'il y en a d'autres qui vont y passer. Et au contraire, ils vont carrément se faire exploser. Donc, voilà, c'est à chacun, et avec une assistance et une aide médicale sérieuse et compétente, que vous pouvez en effet espérer avoir les outils et les solutions pour vous aider à affronter une éventuelle pandémie. Mais ça encore, et ça fera sans doute encore l'objet de certains sujets de vidéos, c'est pas gagné. Parce que la globalisation et la généralisation que nous impose aujourd'hui l'OMC, ou l'OMS, pardon,
vous comprendrez bien que la généralisation et la globalisation de règles, eh bien, interdit la considération de la spécificité. Or, est-ce qu'il n'y a pas un principe fondamental dans la médecine et dans la santé en général, si ce n'est diagnostiquer parce que justement, nous sommes tous différents. Or, avec les politiques sanitaires qui sont en train de se mettre en place à l'échelle internationale et nationale, dites-vous bien qu'il va y avoir des morts provoquées par cette généralisation, par cette globalisation. Bienvenue en 1984. Et pour ce qui nous concerne, portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo.